Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Intuissance avec Pierre Aubry, cofondateur d'Intuissance, expert en accompagnement et aux situations complexes. Pierre, salut, je te laisse te présenter en quelques mots. Salut Sylvain, merci de m'accueillir pour ce podcast. Donc oui, Pierre Aubry, j'ai une longue carrière dans la sécurité au sens large, gestion de crise, situations complexes, à travers des expériences militaires, civiles, et puis depuis 4 ans, l'heureux cofondateur avec mon épouse d'Intuissance, qui a pour but d'amener une expertise et de trouver des solutions à toutes les situations complexes de crise, d'urgence qu'un individu, un collectif, une institution pourrait avoir. Ok, donc explique-moi un petit peu le parcours que tu as eu avant Intuissance, un peu plus en détail. Qu'est-ce que tu as fait pour arriver à Intuissance ? Alors ça peut être long, ça dépend. Ça peut être très long. Mais tout au départ, j'ai quand même une formation service public, orientée sciences politiques et sciences criminelles. Et puis après, j'ai travaillé au sein de l'université de Neuchâtel comme assistant-chercheur avec mon premier employeur qui était le professeur Weibel, un homme extraordinaire. Okay. Je pense que pour moi, c'est la référence que je citerai. Mon premier employeur, un homme fantastique, à l'écoute, qui m'a laissé travailler, qui m'a laissé aussi jouir d'une certaine liberté dans ce que je pouvais faire. Et donc voilà, j'ai commencé comme ça. Ensuite, j'ai travaillé pour la Confédération à différents niveaux comme formateur en politique et relations internationales pour les consulaires suisses qui étaient implantés à l'étranger. Puis après, j'ai bifurqué sur la carrière d'officier de carrière pendant quelques années. Après une année et demie de formation à Zurich, à l'école polytechnique fédérale, avec un diplôme de formateur, d'adulte, d'instructeur, d'officier instructeur. Et puis ensuite, je suis orienté vers la gestion de crise cantonale, comme responsable de la protection de la population du canton de Vaud pendant plusieurs années. Ensuite, la direction des centrales d'urgence sanitaire du canton de Vaud et du canton de Neuchâtel pendant la période Covid. Et puis depuis 4 ans, maintenant depuis 2022, cette société Intuissance. Comment est-ce que tu es arrivé à quitter ces mondes-là de la sécurité, des grosses structures et tout ça pour créer ta propre structure avec Mylène ? Alors déjà, de tout temps, depuis que je connais Mylène, j'ai toujours eu cette idée derrière la tête. Je me dis, j'aimerais bien créer quelque chose avec mon épouse. Alors je sais très bien que dans certains domaines, on n'aime pas trop que des couples travaillent ensemble. Nous, on n'y a vu que de la plus-value, parce qu'on se challengeait mutuellement, puis on a pu construire ensemble. Alors je suis bien conscient que parfois, quand ça marche pas dans le couple, ça peut avoir des incidences. Mais en l'occurrence, pour nous, ça a très bien marché. Et puis en fait, à travers toutes ces expériences, j'ai eu la chance de pouvoir faire une belle carrière militaire avec une assise en termes de gestion de crise et de situation d'urgence, qui m'a donné une vision très processuelle des choses. Et puis, quand on a eu l'expérience Covid en 2020, je me suis rendu compte que l'impact émotionnel de ce genre de situation devait être aussi approfondi. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, on doit amener quelque chose de plus que simplement des process. On doit travailler sur l'émotionnel, on doit travailler sur la capacité de décision dans l'incertitude, comme on fait quand on n'a pas toutes les données, pour pouvoir décider et quand même prendre le risque et le courage de décider. Donc ça engage individuellement en tant que posture de leadership, ça engage collectivement en tant qu'équipe, ça engage aussi au niveau des process. Donc tout ça m'a fait dire, ok, il y a quelque chose à amener. Et puis c'est vrai qu'en Suisse, à part les grandes communes, les autres petites communes sont totalement démunies par rapport à des situations d'urgence qui peuvent se produire. Donc voilà, une véritable volonté d'amener quelque chose de différent, de plus complet que ce qui existait jusqu'à maintenant, et surtout d'amener des solutions pour des collectivités notamment qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de pouvoir gérer ces situations-là. C'est vrai, de pouvoir démocratiser en fait ces gros systèmes et ces grosses structures pour des plus petites entités, et tu vas même jusqu'aux particuliers, où tu peux même donner des conseils pour les particuliers. Absolument, on travaille à la fois sur le collectif, l'institutionnel ou les grandes entreprises, ou les petites entreprises, c'est égal, mais on travaille sur le process, on travaille sur la dynamique d'équipe, mais aussi sur l'individu. Parce qu'en fait, je suis parti du principe que si on arrive à donner des outils à un individu, ces outils, il va les répliquer automatiquement au sein de son équipe et automatiquement au sein de l'organisation. Donc de ne travailler que sur le plan de l'organisationnel, pour moi, n'est pas suffisant. Et on va pouvoir optimiser les compétences de chaque individu et du coup faire augmenter de manière pas non linéaire, mais beaucoup plus forte, exponentielle, la capacité de l'équipe et de la structure à pouvoir gérer une situation de quelle que soit. Est-ce que tu as eu à un moment donné un déclic ou quelque chose qui a vraiment dit, là, cette fois, je vais créer ma structure ? Absolument. Là, le déclic s'est fait après Covid.
et la fin des rapports de travail avec la fondation pour laquelle je travaillais aux centrales d'urgence. Okay. Et là, je me suis vraiment questionné sur ce que j'avais envie de faire. Et il y a ce côté créatif que j'ai pas forcément pu développer avant, parce que quand vous êtes subordonné à un conseil d'État ou à un conseil d'administration, il est clair que vous avez les mains qui sont relativement liées, et j'avais besoin de pouvoir implanter des choses qui soient différentes de ce qui existait à ce moment-là. Et donc c'est cette opportunité-là qui m'a permis vraiment de m'orienter et de me challenger par rapport à ce que j'avais envie de faire. Et du coup, là, j'arrive en tant que propre patron avec mon épouse, on va dire que c'est elle la patronne, quelque part, c'est quand même ça. De dire, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qu'on propose? Et quand il y a des nouvelles opportunités qui se présentent, l'intelligence artificielle, par exemple, comment utiliser l'intelligence artificielle dans la gestion de crise? Donc, quand il se passe quelque chose de nouveau, avoir cette capacité créative d'adapter son mode de fonctionnement. Et en tant qu'indépendant, on a toute l'attitude de le faire. La seule limite qu'on va se poser, c'est la nôtre. Ouais. C'est que tu te mets toi-même. Ouais. C'est que je me mets moi-même des limites, et là, je ne m'en mets aucune. Ouais, excellent. Et du coup, alors, aujourd'hui, concrètement, Intuissance, c'est quoi et c'est qui, surtout? Alors, Intuissance, c'est une société en nom collectif, co-fondée par mon épouse et moi-même, avec au départ la volonté de trouver des solutions, d'amener des solutions à des clients pour tout problème qui se pose, que ce soit pour les humains, mais aussi pour les animaux. Parce qu'on a tous des animaux de compagnie, ça c'est plutôt mon épouse qui s'en occupe. Alors il est clair que les gens nous posent la question, mais comment vous mélangez animaux, humains? Mais c'est pas la question. La question c'est, on amène une solution à tout problème qui se pose pour l'humain, le vivant. Et donc, naturellement, mon épouse s'est orientée du côté des animaux, et moi, naturellement, je me suis occupé du côté des humains. On a fonctionné comme ça pendant 2 ans, et à travers les différents clients que j'ai eus, je me suis aperçu également qu'il manquait un certain nombre de compétences, et plutôt que de vouloir tout prendre et me développer, je me suis dit, je vais créer un réseau d'experts sur lequel je peux compter ponctuellement sur des missions spécifiques. Je suis très calé dans tout ce qui est process, institutionnel, plan de crise, ce genre de choses, et je me suis entouré d'équipes, notamment en communication. Comment est-ce qu'on communique en situation de crise? Donc, j'ai 2 communicants, 2 experts brillants dans le domaine qui m'aident sur ce point-là. Dynamique d'équipe en situation de crise, comment ça fonctionne? Je me suis entouré d'un expert dans ce domaine. Et puis, on a aussi des pépites, des petites choses extraordinaires qu'on a développées, notamment un accompagnement spécifique avec le cheval, où le cheval va travailler vraiment sur ces dimensions qu'on n'a pas l'habitude de travailler, c'est-à-dire l'émotionnel et l'incertitude, et le positionnement en tant que leader potentiel d'une situation de crise. Et vous ne pouvez pas utiliser vos mots, parce que vos mots ne fonctionnent pas avec un animal. Donc le cognitif doit être mis au second plan. Donc comment vous travaillez sur votre posture, sur votre attitude, sur votre gestuelle, et ensuite on peut travailler là-dessus et le répliquer dans le quotidien pour exercer des leaders ou à l'inverse, travailler sur les individus qui ont des blocages et de permettre de débloquer ces choses-là. Donc voilà, on a vraiment un réseau d'une dizaine maintenant d'experts, et en fonction du besoin du client, j'actionnerai des experts qui se mettent volontiers à disposition pour leur expertise. Pour différents besoins. Tu m'as parlé beaucoup d'institutions publiques ou d'organisations. Quelles sont les particularités que ces organisations ont par rapport peut-être à des entreprises privées? Alors, il y a 2 particularités, à mon sens. La première particularité, c'est que l'institution rend compte à la population. Donc, le public cible, c'est la population, la protection de la population. Et la deuxième contrainte, c'est le temps d'infusion, le temps qu'il faut à une institution pour évoluer. Il y a des bases légales qui sont relativement strictes, donc une institution prend beaucoup plus de temps pour changer. Tandis que je le vis en tant que privé aujourd'hui, si je veux développer quelque chose, que j'ai les moyens de le faire, je le fais. J'ai pas besoin d'en rendre compte. Tandis que l'institution aura cette double contrainte qui fait que les choses doivent s'inscrire dans une certaine logique, dans une planification peut-être sur plusieurs années, et ça prend du temps. Donc c'est là que je vois vraiment la différence. C'est vrai que par exemple dans le monde politique aussi, il y a des gens qui ont peut-être pas tous les mêmes parcours, puis du coup qui n'arrivent pas forcément à une place avec un bagage suffisant dans certains domaines, entre autres la gestion de situations complexes, ou certains, ce sera la gestion RH parce qu'ils seront très techniques, ou aussi les profils différents bougent plus facilement dans les institutions que dans les entreprises où on va monter les échelons, puis on va valider les acquis. Exactement. Et puis le système de mi-licence suisse fait que vous êtes élu et vous pouvez être en charge d'un département, d'un dicaster qui n'est pas du tout votre domaine de compétence. Mais en tant qu'élu, vous devez pouvoir prendre
entre guillemets n'importe quoi. Et c'est là qu'il y a aussi un enjeu pour nous, pour Intuissance, c'est de nous positionner en disant on va vous aider à pouvoir gérer des situations et vous amener cette expertise, non seulement en vous préparant, mais en vous accompagnant pendant qu'un événement se déroule, pour que vous puissiez aussi vous décharger sur des professionnels. Parce qu'on ne peut pas demander à une institution de petite taille d'engager un gestionnaire de crise. C'est pas possible. Déjà, un, il n'y en a pas suffisamment sur le marché, et deux, c'est beaucoup trop cher. Donc, orientez-vous vers des spécialistes, des experts du domaine qui vont vous amener cette valeur ajoutée sur un moment précis et pas forcément sur plusieurs années. Donc, on peut aussi déclencher Intuissance pour bénéficier des experts en cas de problématique, si on a déjà pris des cours ou bien même comme ça spontanément? Non, même comme ça, même spontanément. Nous, on vient parce qu'on a quand même un background, un bagage, chacun d'entre nous suffisamment grand, qui nous permettent d'amener cette expertise. Alors, peut-être que c'est un petit peu dichotomique dans le sens où on a ce bagage, on a cette expertise, mais en même temps, toute situation de crise est différente et un des principes de base, c'est l'humilité. Et on a vu récemment qu'il y a des situations qui sont complexes et il faut vraiment être humble par rapport à cela, se remettre en question en permanence, mais quelque part, on amène une forme de sérénité aussi à l'institution parce qu'on est l'expert, on est les experts et ils peuvent aussi se reposer sur nous pour avoir une forme de garantie que ce qu'on va leur proposer correspond à leurs besoins. Et c'est vrai qu'on ne gère pas une situation ordinaire comme une situation de crise en termes médiatiques, en termes d'image, en termes de cohésion interne. C'est pas les mêmes dynamiques. Tout est exacerbé. Et donc, comment faire pour trouver un chemin là-dedans? L'humilité est importante, mais voilà, on actionne. Donc, quelqu'un qui vit une situation d'urgence, de crise, peut nous téléphoner et on est réactif dans les premières heures. Et c'est vrai que les experts d'Intuissance ont plus l'habitude d'anticiper les problèmes, peut-être, ou d'amener cette anticipation. Moi, je l'ai vu aussi dans certains cas où non, mais ça va aller. Puis en fait, il faut quand même avoir la courbe avant que ça, il faut régler pas mal de problèmes. Et des fois, les gens qui seraient mal préparés auraient tendance à penser que ça va aller dans le bon sens, mais qu'il y a peut-être des étapes avant. Et puis qu'il faut initier les mouvements assez tôt parce qu'il y a une certaine inertie aussi dans toute situation complexe. Oui, et puis il y a surtout, et c'est tout à fait humain, c'est qu'on n'aime pas les situations dans lesquelles on est dans l'inconfort, on n'aime pas avoir peur de ce qui peut se passer, et on aura tendance à mettre la main devant les yeux, se boucher les oreilles, rien entendre, non, je ne veux pas en entendre parler, c'est une réaction qui est normale. Donc c'est comment aller au-delà de ça, c'est pas en ayant un discours anxiogène par rapport à ce genre de situation qu'on va faire avancer les choses, parce qu'on va plutôt donner l'impression, nous dire non, vous êtes des oiseaux de mauvais augure, ça nous intéresse pas. Ouais. Donc on doit avoir une approche positive des choses et dire nous, notre objectif, c'est de renforcer votre capacité à gérer n'importe quelle situation. Et quelque part, mon vœu pieux pour l'avenir, ce serait qu'à un moment donné, cette discipline de gestion de crise n'existe plus parce que les gens, les institutions, les équipes se sont suffisamment formés, ont développé suffisamment une culture de risque positive pour pouvoir absorber tout ce qui va se produire. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, on n'est pas des oiseaux de mauvais augure, mais la réalité du monde dans lequel on vit, avec les contraintes en ressources, l'évolution climatique, les tensions internationales, les problèmes d'emploi, on n'est pas dans une situation qui va plutôt aller vers le beau. Donc comment faire pour qu'elle soit belle quand même? Et donc c'est donner des outils à tout un chacun pour que chacun puisse pouvoir réussir à trouver des solutions dans tout ça. La capacité d'adaptation, c'est vraiment, à mon avis, ce qui va aussi fonctionner ces prochaines années. Ouais. Et ça se développe, la capacité d'adaptation. Ouais. Ça ne vient pas comme ça. Comment on fait? Et chez nous, chez Intuissance, on a justement des outils qui vous permettent d'avoir cette capacité d'adaptation, de développer cette compétence-là, de pouvoir décider dans l'incertitude. On en fait plein de séminaires aujourd'hui, mais c'est quoi réellement décider dans l'incertitude? Quand vous êtes seul dans votre bureau et que vous n'avez pas tous les éléments, je fais quoi? Quelle option je prends? Donc, quels outils j'ai? Pas seulement intellectuels, mais émotionnels. Au niveau de l'intuition, comment je développe ça pour essayer d'être dans la meilleure solution possible et comment je m'entoure pour pouvoir trouver ces solutions. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Non, c'est vrai. Et ça demande parfois aussi du courage. Le courage de décider, le courage de ne pas décider avec toutes les infos ou sans infos. Qu'est-ce que je fais? Ça, c'est une bonne question. C'est vrai que là, c'est bien d'être accompagné. Oui. Dans les clients actuels d'Intuissance et les institutions, est-ce qu'il y a plus d'appels par rapport à des situations déjà vécues ou des institutions qui anticipent? Les deux. Il y a les deux. On est appelé pour les deux situations. Je préfère que les gens anticipent. Non seulement ça met moins de pression, puis ça montre que l'institution a cette volonté de se préparer.
Mais évidemment, il se passe des événements qui font qu'on est appelé aussi en live, et puis on apporte cette expertise. Et souvent, ça débouche derrière sur une collaboration qui est plus longue, parce qu'on aide à résoudre la situation, et après l'institution se dit, OK, on a quelques lacunes, donc on va continuer l'expérience pour pouvoir combler ces lacunes et puis reconstruire quelque chose qui soit adapté par rapport à notre besoin. Ouais. C'est vrai que développer, comme tu disais, l'individu, ça développe aussi toute l'institution, puis ça permet aussi aux personnes elles-mêmes d'évoluer, puis d'avancer, parce que la capacité d'adaptation, on l'a au travail, dans les institutions, mais aussi au privé ou tout à chacun. Oui, et c'est là qu'il y a aussi une nuance d'importance, c'est que très souvent, on travaille sur les entreprises, sur les institutions qui sont les garantes d'une forme de sécurité. Mais on doit aussi travailler à l'inverse sur chaque individu et que chaque individu se dise, moi, en tant que citoyen d'une commune, quel est mon rôle et comment activement je peux contribuer à un effort global ou à me préserver d'une situation de risque. Et c'est là où la culture du risque ou la culture de la sécurité au sens large est importante. Et si chaque individu dans une société a cette conception-là, de nouveau, sans rentrer dans le côté anxiogène, mais plutôt positif, je rentre dans un immeuble, je rentre dans un bar, et je regarde, tiens, les portes de sortie sont là, sans avoir peur que ça se produise, mais juste pour anticiper. Je vais dans une rue sombre le soir, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se baladent, voilà, ok, comment ils se comportent? J'ai plutôt repartir en arrière, puis passer ailleurs. Et c'est cette conception-là qui est naturelle chez les gens qui bossent dans la sécurité, mais quelque part, la culture du risque aujourd'hui, elle est omniprésente. Comme quelqu'un qui monte au sommet d'une montagne, il va quand même regarder la météo pour savoir s'il va monter ou pas. Bien Donc sûr. c'est la même logique, mais adaptée au quotidien. Donc il y a former les institutions, former les équipes dans leur rôle, mais aussi la population, chaque citoyen, quel est mon rôle dans l'échiquier global. Mais c'est vrai qu'à titre individuel, on est beaucoup de générations à avoir bénéficié des avancées technologiques. Du coup, pour beaucoup de gens, ça devient impossible de manquer d'électricité, d'eau ou de choses qui sont pour nous des basiques, de chauffage en hiver. Moi, je viens d'une région montagneuse. Et en fait, c'est des choses qui, oui, peuvent avoir un problème de quelques heures à un jour ou deux. Ça peut arriver et que du coup, beaucoup ne savent plus faire face à ce genre de choses. On est dans une situation aujourd'hui qui est caractérisé par, pour moi, un terme, c'est l'impermanence. Ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas forcément demain. Non seulement par rapport aux éléments extérieurs, mais aussi par rapport à ce qui se passe dans son gremium. Et comme tu le dis justement, on a des outils extraordinaires qui fonctionnent à l'électricité, mais le jour où vous n'avez pas l'électricité, ces outils ne fonctionnent pas. Et c'est pas avoir peur que ça se produise, c'est de nouveau comment je fais pour anticiper au cas où ça vient. Et comment je me prépare à ça. Et c'est vraiment une évolution de paradigme. Et c'est de l'adaptabilité, de la flexibilité dans un monde impermanent. Est-ce que tu peux me raconter une anecdote, bien sûr, en anonymisant, où vraiment ton intervention, elle a changé quelque chose, elle a fait la différence? Il y en a plusieurs. Je dirais que les interventions les plus marquantes que j'ai eues, j'en ai pas qu'une, mais j'en ai plusieurs. C'est surtout au niveau des instances communales, où il y a eu une prise de conscience, notamment des autorités politiques, que finalement, ils ont un rôle clé, ils ont une responsabilité qui est très importante par rapport à leurs citoyens, et que c'est pas que du courant normal. Et de leur dire, mais vous êtes responsable de beaucoup de choses, de beaucoup de lois, qui sont contraignantes, et vous avez cette responsabilité qui doit être ensuite transposée dans des actes, c'est-à-dire vous devez donner de la sécurité à vos gens. Et cette prise de conscience-là, elle est très présente, et la plupart des clients communaux que j'ai depuis plusieurs années sont toujours là parce qu'on a un process sur plusieurs années. Qui se construit petit à petit par des formations, des exercices, des documents. On travaille sur l'individu, sur la dynamique d'équipe. Et puis, c'est une relation de confiance qui se crée. Et quelque part, ils ont assimilé cette culture du risque positive des choses et ils l'ont intégré dans leur process. Donc, c'est là où je vois vraiment la valeur ajoutée. Et je le dis sans fausse modestie, mais tout en étant juste, c'est que oui, quasiment tous les clients que j'ai eu au début, ils sont toujours là aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'est vraiment le signe positif que ce qu'on amène est adapté aux besoins. J'ai vu aussi dans tes accompagnements les prises de conscience.
quand simplement sur un organigramme, tu enlèves une personne, puis que les gens, mais si cette personne n'est pas là, c'est moi, oui. Du coup, il y a aussi les prises de conscience, comme tu l'as dit, pour les politiques qui prennent leur place ou des gens qui prennent une place, ben, quand ils voient après, voilà, oui, s'il se passe ça ou si cette personne n'est pas là, c'est vous qui avez la responsabilité. Et puis là, on voit des fois que tout un univers s'ouvre à eux, de ah waouh, je dois découvrir tout ça, je dois être conscient sur tout ça. Et là, on voit l'inquiétude, on voit ça, mais on voit aussi à la fin de dire heureusement qu'à tête reposée, j'ai pris cette conscience-là parce que maintenant, et on le voit dans leurs yeux, hein, que petit à petit, semaine après semaine, ils vont prendre les informations partout pour après savoir, et si un jour il arrive quelque chose, ben, ils auront eu cette prise de conscience un peu plus grande de oui, je dois gérer ces choses-là, et ils feront le pas, ils se mettront en avant et ils géreront la situation. Hein. C'est vraiment une posture aussi, on le disait avant, d'humilité à avoir, y compris quand on est élu. Et comme élu, on a tous. Je suis aussi élu au niveau législatif dans ma commune, et je me rends compte de la pression que peuvent avoir l'autorité exécutive au quotidien. Et avoir cette conscience que je suis responsable, mais ça ne veut pas dire que je dois décider tout seul, et de m'entourer d'une équipe et de compétences qui nous permettront de pouvoir gérer la situation et d'avoir cette humilité-là, et de ne pas vouloir tout porter sur ses épaules. Parce que, in fine, on ne doit pas porter tout sur ses épaules. On doit porter ce qui nous appartient en termes de responsabilité. C'est la même chose au sein de sa propre famille. Les enfants ont une responsabilité vis-à-vis de leurs parents, et c'est pas le parent qui doit tout gérer. Non, je te donne des outils. Mon fils, ma fille, maintenant, prends tes responsabilités. Je pense que c'est ça qu'on doit leur amener. Et finalement, c'est ce fonctionnement-là où on doit être clair par rapport à sa sphère de compétences pour pouvoir ensuite être entouré des bonnes personnes qui vont donner du complément et du contenu à l'ensemble. Ça, c'est vrai. Et tu dis, il y a de l'entourage interne, mais il y a aussi l'entourage externe. Et puis toi, tu aides aussi à différencier. Parce que dans certains cas, oui, c'est clair, ça, c'est les pompiers qui vont gérer, ça, c'est police, ça, c'est urgence santé qui va gérer. Par contre, il y a aussi tout un spectre, des fois, où les gens ils ne se rendent pas compte que là, ben non, même police-pompier va vous retourner contre vous, parce que c'est vous qui devez gérer ces choses-là, et c'est sur votre responsabilité à vous. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi l'aide extérieure, mais aussi on apprend, en définissant les limites de ces aides extérieures, que peut-être ils pourront donner un coup de main, mais c'est la responsabilité de la commune ou de l'institution. Absolument. On est tout à fait d'accord là-dessus. Et voilà, il y a aussi un biais qu'on a par rapport à la gestion de crise au sens large. On imagine toujours le gros événement externe, la catastrophe. Mais dans une institution, vous pouvez avoir des soucis internes, en termes de personnel, de finances, de gouvernance, où vous pouvez avoir des tensions. C'est aussi des situations problématiques qui peuvent mettre à mal les équipes, et c'est aussi des situations de crise. Et ça, on doit pouvoir l'identifier et avoir des outils qui vous permettent de les gérer. Ouais. Bah d'ailleurs, quelle est pour toi la définition de la situation complexe ? C'est une situation qui sort de ce qu'on a l'habitude de gérer et qui nous surprend, et vis-à-vis de laquelle on ne sait pas trop comment s'y prendre. Comme quand vous avez votre conjointe qui vous annonce qu'elle vous quitte. C'est la même logique. Ou que vous avez le décès d'une personne proche. C'est la même logique. Ok, je suis confronté à ça, j'ai une réaction émotionnelle très forte, je ne sais pas comment faire. Et c'est là finalement qu'on doit avoir peut-être ce déclic de dire « Ah, je ne suis pas dans une situation habituelle, donc je mets en place un process adapté. » C'est un peu ça l'idée. Très juste, on revient un petit peu aux institutions. D'après toi, qu'est-ce qu'elles sous-estiment en général face aux situations complexes ? Je pense qu'elles sous-estiment leur impact réel. Pour les citoyens d'une part, mais aussi pour leur personnel, au sein des institutions. Et puis je pense qu'il y a une tendance à minimiser en disant non, c'est bon, on arrive à gérer. Et j'entends très souvent ça, oui, mais ça on sait faire, ça on sait gérer, ouais, on a déjà eu. Mais en fait, chaque situation est différente, et c'est cette capacité de pouvoir dire, oh, attention les gars, là ça dépasse ce qu'on a l'habitude de gérer, donc on doit mettre quelque chose en place de spécifique. Et ce temps que vous perdez au début à être quelque part dans le déni de la situation, vous le rattrapez jamais. Et donc on doit avoir ce réflexe. D'où cette culture du risque et cette culture de ce qui peut se passer, cette ouverture d'esprit de dire oui, il y a un truc gros qui nous arrive, on doit l'anticiper. Covid, on doit l'anticiper. On doit dire ok, il se passe un truc peut-être à l'autre bout. Non, ça ne nous concerne pas. Non, c'est là-bas. Ok, mais quel est le scénario si ça arrive chez nous ? Avoir cette capacité d'anticipation et d'ouvrir les lorgnettes, sortir de sa zone de confort et dire « et si ?» Moi, j'aime bien cette expression « et si ?» Ça ne veut pas dire que c'est vrai, que c'est faux, c'est « et si ça arrivait ? Comment je fais ?» Et déjà, on arrive à anticiper les choses. Et ce que j'ai vu dans tes accompagnements, qui à mon goût est très fort, c'est que quand les gens ignorent comme ça ou disent « on sait faire »,
tu as une capacité à rajouter un événement supplémentaire qui va monter la pression. Et la justesse dans cet événement supplémentaire, c'est qu'il est plausible. C'est que c'est pas une soucoupe volante arrive dans la cour, voilà, puis du coup, il rigole, et puis voilà. C'est que chaque élément qui est posé par-dessus est vraiment possible, plausible, pourrait arriver. Si on n'a pas beaucoup de chance, mais on remarque souvent c'est comme ça, on a toujours la chose qui arrive au mauvais moment, c'est ce qu'on se dit souvent quand il nous arrive une tuile, et puis que toi tu as cette capacité à ajuster les exercices ou les façons de travailler pour rajouter des couches jusqu'à arriver à mettre la personne dans « Ah oui, effectivement, là je suis dans une zone compliquée, donc je dois apprendre ». Là, tu mets le point sur quelque chose qui est central, c'est que on doit s'exercer. Et nous, on doit créer la plateforme à nos clients de pouvoir s'exercer dans des conditions qui sont les plus proches de la réalité. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir un exercice tout fait qu'on réplique pour tout le monde la même chose. Parce que chaque structure, chaque institution est différente, avec des gens différents qui la composent, avec des dynamiques de groupe qui sont différentes. Donc, on doit adapter nos scénarios à ce qui se passe. Et c'est vrai qu'on part généralement avec un scénario de base, avec un fil conducteur, et puis en fonction de la manière dont réagissent les équipes, on peut changer diamétralement l'orientation de l'exercice, de la simulation, parce qu'en fait, ils vont pas là où on pensait qu'ils iraient, donc on doit s'adapter. Et ça, si on ne fait pas ça, pour moi, on n'est pas crédible. On doit avoir cette capacité d'anticiper la manière dont les gens vont réagir, et quand ils réagissent, de pouvoir encore à ce moment-là ajuster notre propos pour qu'ils puissent qu'on ait une valeur ajoutée et qu'ils puissent en retirer quelque chose à la fin. Puis aussi pour entraîner tout le monde, parce que certains auront des besoins différents, et puis j'ai remarqué que tu le vois assez vite, là ils vont répéter quelque chose qui est acquis, donc on leur met une difficulté différente pour qu'ils aillent dans une zone où justement il y a de quoi travailler, et puis des fois certaines autres personnes qui vont être rapidement submergées par le stress, on relâche un peu la pression, parce que le but c'est pas non plus qu'ils arrivent dans une zone critique, mais qu'ils s'entraînent, et puis après on pourra débriefer, et puis dire voilà, là t'as tout pris sur toi, alors que tu avais du monde autour, puis voilà, puis cet accompagnement-là, effectivement, et cette adaptabilité, même dans les exercices, fait que chacun peut s'entraîner. Ouais. Oui, et tu ouvres là un chapitre qui, pour moi, est très important, c'est la perception de soi-même. Comment moi, comme participant à un exercice dans ma fonction de responsable RH, de teneur du procès verbal, d'autorité politique, comment moi, je me perçois dans mon rôle et comment je le vis. Est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui est très actif dès le départ, auquel cas j'aurai des outils qui me permettront d'être un des premiers à gérer, ou alors au contraire j'ai besoin d'être stabilisé dans mon émotionnel parce que je suis un peu paniqué, donc j'ai besoin d'avoir une situation plus ou moins sécure. C'est pas être bon ou mauvais, c'est savoir à quel moment je suis le plus efficace. Et c'est pour ça que la dynamique d'équipe et la connaissance de soi ont un rôle clé dans la gestion des situations de crise et situations complexes. C'est parce que comme elles exacerbent l'émotionnel, si vous êtes plutôt quelqu'un de peureux, vous serez encore plus peureux pendant la situation de crise. Donc comment je fais, quels outils j'ai à ma disposition pour me permettre non seulement individuellement d'être mieux, mais au sein du collectif de trouver la place qui est la meilleure pour moi. Et on ne peut pas dire je suis CIO de ma boîte, donc automatiquement je suis le chef de la cellule de crise. Tu resteras toujours le CEO qui sera porteur des décisions et de la responsabilité, mais peut-être que tu dois ne pas être dans la cellule de crise parce que tu n'as pas ce qu'il faut en toi. Et c'est pas être mauvais, c'est juste je reconnais que je ne suis pas prêt pour ça, mais j'ai un adjoint, j'ai un second qui est fait pour ça, qui a ça en lui, il gère. Mais c'est moi in fine qui déciderai, mais je lui fais confiance. Donc voilà, c'est vraiment un apprentissage individuel et un apprentissage de connaissance de soi et de l'autre qui est au cœur du système. Et c'est vrai que c'est ça qu'on a vu, que le numéro 1 d'une équipe ou comme ça est très bon dans l'anticipation, la planification, et du coup il sera bon au quotidien pour gérer l'équipe, mais que le numéro 2 sera meilleur pour résoudre les petits problèmes ou les choses comme ça, mais même courant de l'année, ce qui fait que s'il y a une situation plus complexe, le numéro 2 sera plus à même de gérer une situation complexe, alors que le numéro 1 ou son chef sera meilleur dans l'année pour planifier et exploiter. Effectivement. Puis là, chacun peut se mettre au bon endroit, au bon moment. Puis des fois, les exercices, effectivement, identifient ça, puis permettent de dire, là, vous avez vu comment vous avez fonctionné, puis que les deux personnes réalisent que, ah oui, je suis meilleur dans la planif, mais s'il y a une complication, tu es meilleur pour réagir. On doit être en capacité de quitter cette posture très hiérarchique finalement, où on dit le patron, c'est le chef de la cellule de crise, il n'y a que lui qui décide. Non,
pour moi, c'est pas du tout ça. Déjà, il faut un équilibre collectif pour éviter les biais individuels, parce qu'en fonction des biais que le patron peut avoir, vous partez dans une direction qui est totalement à l'opposé de ce qu'il faudrait. Donc, il faut gommer ces biais par le collectif, et puis valoriser les compétences des uns et des autres. Et c'est cette humilité dont je parlais tout à l'heure sur l'approche des situations de crise, mais ça c'est pareil pour soi-même, de dire oui, je me sens prêt, ou non, je me sens pas prêt, et auquel cas, qu'est-ce qu'on a comme autre solution pour pouvoir pallier et résoudre la situation. Donc cette posture d'humilité est vraiment importante, et cette capacité de se connaître. Et c'est là où la notion de leadership est très importante, parce qu'on imagine souvent en situation de crise, oui, il y a un leader charismatique qui va vous résoudre tout ça. Il faut arrêter avec cette idée des super-héros. C'est contre-productif, et ça peut même aller à l'encontre de la résolution de la solution. Il faut justement avoir un leadership participatif, et leadership, par définition, peut se passer de l'un à l'autre. On peut avoir une personne, parce que la question est financière au début, on va mettre peut-être celui qui est en charge des finances, qui aura le leadership, puis après, une fois que cette partie-là sera passée, on va donner le leadership à un autre, qui sera peut-être plus opérationnel, parce qu'on sera dans une problématique opérationnelle. Et c'est cette intelligence-là qu'il faut avoir, de pouvoir distribuer le leadership, non seulement en fonction des compétences, mais de ce qui se passe, et qui a les outils pour pouvoir régler la situation. D'où l'importance de se former et puis de s'entraîner à ces situations, parce qu'on l'a vu aussi dans des exercices que les personnalités ressortent, et puis que certains se découvrent des qualités et des compétences, puis d'autres découvrent des points d'amélioration. Oui, et de nouveau, c'est pas un jugement. C'est pas toi t'es bon, toi t'es mauvais. Non, c'est je peux amener ça, je ne peux pas amener ça, et je le compense. Et c'est là, donc, on rentre aussi dans tout ce qui est optimisation des gens, des potentiels individuels, des potentiels collectifs, et d'identifier justement qui peut faire quoi, non seulement au quotidien, mais en situation exceptionnelle. Donc, on rentre dans le fonctionnement quotidien de l'entreprise, de l'institution. Et c'est là qu'on doit, à l'avenir, essayer de gommer ce côté gestion de crise. Non, j'essaye, dans mon escarcelle, j'ai un cercle, et j'aimerais élargir le cercle le plus large possible pour me permettre de gérer toutes les situations qui peuvent se présenter, en étant conscient que celle qui viendra, on ne l'aura pas forcément prévue. Mais comme on aura préparé les choses, pas seulement en termes administratifs et documentaires, mais parce qu'on a formé les équipes, on s'est formé, on se connaît, on a l'habitude de travailler ensemble, c'est cette force collective qui fera en sorte qu'on arrivera à trouver des outils. Et on a vu aussi des fois les besoins ou les attentes. Le monde politique qui est en dehors ou qui est au-dessus de certaines institutions ou de comités qui perdait un peu patience, mais qui au final se dit mais j'ai besoin de ces informations, j'ai besoin de savoir ça parce que c'est moi qui dois rendre des comptes derrière. Et en fait là on peut mettre le doigt, et les gens peuvent mettre le doigt en disant ok, je comprends mieux mon besoin, et la cellule de crise comprend mieux les besoins des partenaires ou des politiques, puis ils peuvent adapter leur façon de faire et être en compréhension dans un exercice, et au cas où une fois ça se déclenche pour de vrai, comprendront mieux puis seront mieux à même de s'adapter. Oui, et là tu mets le point sur un élément qui est clé, c'est que dans les institutions, on a un rythme de fonctionnement entre, on va dire, les services ou les directions, l'échelon intermédiaire que constituent les secrétariats généraux et l'autorité politique, qui s'inscrit dans une dynamique hebdomadaire, mensuelle, avec des séances, des manières de remonter les dossiers jusqu'à l'échelon supérieur pour prise de décision, puis après ça redescend. C'est ce fameux rythme dont je parlais tout à l'heure sur le cheminement de l'autorité publique. Et c'est cette capacité, quand il se passe un événement, à aller beaucoup plus vite. Qu'est-ce qu'on met en place pour que ça aille plus vite? Et qui fait ce lien entre le sommet et l'employé qui, tout en bas, va mettre en place les mesures? Et là, l'expérience Covid est très révélatrice. On a une volonté politique, mais comment elle se formalise? Au niveau du terrain, au niveau des communes qui devaient mettre en place des systèmes pratiquement, voilà comment cette chaîne fonctionne, cette coordination verticale, elle est fondamentale. Et petite parenthèse, surtout quand on est dans une institution publique, le client c'est la population. Donc comment je fais en sorte que la population, que les citoyennes et citoyens me suivent dans mes directives, et en toute objectivité, le succès de la gestion Covid ne dépendait pas des autorités, elle dépendait de la bonne application des mesures par la population. Donc si la population dit non, je te suis pas, tout pouvez mettre en place ce que vous voulez, ça marchera pas. Donc c'est pour ça que ce lien aussi avec la population en tant qu'acteur, et non pas uniquement spectateur, devient fondamental. Et voilà, donc l'avenir, c'est peut-être augmenter la capacité de chacune et chacun, chaque citoyen,
à pouvoir contribuer à l'effort collectif plutôt que de vouloir créer des systèmes très bétonnés au niveau politique et au niveau centralisé, mais plutôt décentraliser la décision et décentraliser la capacité d'action. Donc on est un peu à l'envers de ce qu'on constate aujourd'hui. On centralise tout, on fusionne. Et peut-être que l'approche des risques aujourd'hui, c'est l'inverse. Peut-être qu'au niveau central, on doit avoir une vision de ce qui se passe, un domaine rance très fort, renseignement très fort, et puis par contre, on délocalise la décision, parce que c'est aux petits échelons que ça va se jouer. Parlons un petit peu peut-être aussi d'anticipation. Et parce que tout ce que tu expliques, l'important, c'est aussi de se former, c'est aussi de voir en amont. Explique-moi un petit peu, toi, ta vision de l'anticipation, que ce soit, alors, parlons aux différents niveaux, individuels et les institutions ou les communes. Alors, oui, il y a effectivement, je catégorise trois domaines. Vraiment, l'individu en tant que tel, l'équipe. On parle d'équipe dans une entreprise, mais ça peut être la cellule familiale, ça peut être les 5 personnes qui vivent dans le même appartement, l'individu là-dedans, et puis le process global, c'est-à-dire le fonctionnement. C'est réplicable au niveau individuel, collectif, dans une entreprise. Donc pour moi, on doit déjà travailler à tous ces échelons. On ne peut pas uniquement se concentrer sur les process. Je vous fournis un guide de gestion de crise, mais si c'est pour le mettre dans le tiroir et ne pas savoir où il est et ne pas savoir l'utiliser, ça sert juste à rien. Donc on doit non seulement avoir de la documentation, mais on doit aussi former, s'entraîner au niveau individuel, collectif et process. Donc finalement, c'est un outil matriciel et on doit pouvoir agir sur l'ensemble de ces dimensions. Et c'est pas en faisant un plan de crise que vous allez résoudre et vous dire « Ok, c'est bon, maintenant j'ai fait mon plan de crise, je suis prêt. » Non, ça c'est un leurre total. Oui, on fait le plan de crise, il est important parce que dans l'expérience, on se rend compte que d'avoir un canevas qui vous donne les étapes successives, ça aide. Mais ça ne suffit pas. Si vous n'avez pas compris comment ça fonctionne, si vous ne savez pas comment vont se comporter vos collaborateurs, ça ne marchera pas. Et dans la cellule familiale, c'est la même chose. Si vos enfants ne savent pas que le point de ralliement de la famille, c'est à tel endroit, ils essaieront peut-être de vous téléphoner, puis vous ne répondrez pas parce que vous ne pourrez pas. Donc, c'est d'avoir quelques outils et puis savoir comment fonctionne votre cellule familiale. J'aime bien cet exemple de la cellule familiale. Ça permet de sortir du schéma habituel entreprise ou institution, dire « Ok, ma maison brûle. On était tous au boulot, les enfants étaient à l'école, ma maison brûle. Ok, je rentre, je fais quoi ? Mes enfants vont où ? Est-ce qu'ils viennent, on se retrouve à la maison ? Ou est-ce qu'on a un endroit où on peut se retrouver nos affaires, nos habits, nos documents ? Est-ce qu'on a un SharePoint qui est dans le cloud, donc on utilise la technologie, où on a tous nos documents administratifs qui ont été répertoriés ? Est-ce qu'on a ça ? Est-ce que si on a une panne d'électricité sur plusieurs jours, est-ce qu'on a quelques vivres qui vont nous permettre de vivre ? Est-ce qu'on a des bougies ? Est-ce qu'on a des batteries ? Toutes ces petites choses qui ne sont pas là pour être dans le côté anxiogène, mais juste dans la préparation. Puis c'est clair que si vous avez votre réchaud que vous n'utilisez jamais, ça ne marchera pas. Tandis que si vous allez en camping, puis vous utilisez votre réchaud, vous savez où il est, vous saurez utiliser votre réchaud. Donc c'est essayer dans le quotidien d'intégrer des habitudes qui font que quand il se passe un événement, ces habitudes, on les reprend parce qu'on a l'habitude d'utiliser un réchaud, on a l'habitude d'utiliser des batteries, on a l'habitude d'avoir un petit plan sur lequel on se retrouve si jamais il y a un orage qui nous empêche de nous retrouver dans une rando, par exemple, ou dans une petite course d'orientation qu'on fait en famille. C'est toutes ces petites choses-là, en fait, du quotidien qui peuvent ensuite être répliquées de manière pratique à une situation de crise. Comment est-ce qu'on peut entraîner ça ? Cette façon d'anticiper les situations complexes ou comment on peut s'entraîner, nous, à notre niveau, que ce soit privé ou professionnel ? Les scénarios. Moi, j'aime beaucoup les scénarios. On a eu une tendance, à un moment donné, de vouloir, pour chaque risque, élaborer un document qui... À ce rythme-là, vous avez 1500 risques et puis vous avez 1500 plans. C'est juste indigeste. Donc, quelques scénarios clés. Jeu de rôle. Moi, j'aime bien. Il y a un jeune homme dans notre commune là, qui organise des soirées loup-garou avec le fameux jeu de cartes. Ça, quelque part, c'est un scénario. On développe un scénario, on joue dessus. Et finalement, pour les situations de crise, on pourrait faire la même chose. On développe des scénarios. Il y a une inondation, il y a une panne d'électricité dans mon quartier. Il y a plus d'eau.
Ouais. On développe un scénario et on le fait sous forme de jeu. Et on fait ça avec les enfants, on fait ça avec les collègues de travail. Et donc cette notion de scénario, qui peuvent être justement scénarisés avec les outils technologiques qu'on a aujourd'hui, on peut faire des choses extraordinaires, qui peuvent être jouées en vrai, mais aussi simulées. On travaille là-dessus et on crée finalement une dynamique positive dans le monde dans lequel on vit. Ce qui est important, c'est que les scénarios soient réalistes. Oui, c'est ça. Et pas faire un truc, voilà, le météorite qui tombe sur ma commune de Pantala, c'est bien gentil, mais c'est pas très crédible. Par contre, une pollution de l'eau, un incendie, un accident sur un axe, on a la ligne CFF qui passe par notre village, potentiellement un accident de train, ça se passe sur mon territoire. Voilà, qu'est-ce que je fais ? J'entends les sirènes, voilà, les fameuses sirènes qu'on entend tous les premiers mercredis du mois, de février chaque année. Ça veut dire quoi, une sirène ? On met un scénario là autour. Ok, je vais là, je me renseigne. Donc, tout ça, en fait, j'aime bien cette notion de scénario. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ne se souviennent pas forcément ce qu'il faut faire dans le cas des sirènes. Hein. Non, effectivement. Alors oui, chaque année, voilà, ça c'est positif parce que chaque année, c'est devenu un rituel. Un rappel, ouais. Et un rappel. Mais oui, on doit allumer la radio, on doit écouter finalement les ondes radio, voire télévision, où il y aura un message qui donnera la perspective. Après, est-ce qu'on arrive aujourd'hui réellement avec ces canaux-là à pouvoir sensibiliser tout le monde ? Oui, non, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses peut-être à optimiser dans l'information générale à la population ? Est-ce que l'autorité communale, qui est quand même la première autorité en charge de sa population, ne devrait pas avoir un concept par rapport à ses propres citoyens ? Bonne question, par rapport à ces sirènes. Même dans la communication de base. Je suis dans une commune où il me semble qu'il n'y a pas grand-chose d'autre que le piquet communal. Il faut aller voir encore les feuilles sous la vitre. Ouais. Voilà, alors il y a avec la pénurie d'énergie, dans la plupart des cantons suisses, on a développé ce concept de point de rencontre d'urgence, où s'il se passe un événement, on a un lieu de ralliement. Rien que ça, c'est déjà quelque chose de très positif, parce que pour autant que les gens le sachent, il se passe un truc, j'ai besoin d'infos, je vais au PRU. Donc ce point de rencontre d'urgence, PRU, c'est déjà chouette, mais on en fait quoi, PRU ? Qui c'est qui le met en place ? À quel moment il s'active ? Qu'est-ce qu'on y met comme information ? Qui gère le flux des personnes. Donc tout ça doit être aussi pensé, harmonisé, mais ça peut se faire sous la forme de scénarios, de jeux de rôle. Est-ce que tu penses que ce serait bien de faire des exercices ou des entraînements au niveau d'une commune, d'un quartier ou des simulations plus grandes ? Pour moi, c'est fondamental à l'avenir. Et pas dans cette notion de peur de nouveau, mais de construction d'un collectif qui arrive à gérer ces situations. Et oui, il y a des manques probables dans les institutions, certes, mais travaillons avec la population. Parce que, comme je disais, si on arrive à faire en sorte que chaque citoyen soit en capacité de résoudre, c'est tout ça que finalement l'autorité publique n'aura pas à faire, parce que les gens se seront responsabilisés. Donc oui, des scénarios, des sensibilisations, des soirées thématiques, enfin que sais-je, organisées au sein des communes, même des quartiers. Et puis ça crée une cohésion de quartier, dans un monde très individualisé quand même, où chacun est concentré sur son bien-être personnel, de revaloriser ça. Voilà, chaque année, depuis maintenant, je ne sais pas combien de temps, on a ces soirées, la fête des voisins. Oui. On pourrait avoir la fête ou le moment de, on se monte un scénario, puis on voit comment on fonctionne. Et sans avoir forcément les pompiers, les policiers. Simplement nous, dans un quartier, on fait ça. Simuler quelque chose. On va parler un petit peu de la prise de décision. Tu as accompagné des gens qui devaient décider vite, avec souvent peu d'informations et sous pression. Qu'est-ce que tu as observé chez eux qui sortait bien ? Ce qui sort, à mon sens, le plus souvent, c'est qu'il y a cette sensation qu'il faut décider vite. Absolument vite. C'est lié au stress. Parce qu'on est stressé, on doit décider vite. Et c'est là justement où si t'as pas l'outil qui te permet de canaliser ton émotionnel, tu vas vouloir décider très vite et tu vas mettre une pression sur tes équipes qui sera beaucoup trop forte par rapport à ce qui se passe. Donc, chez Intuissance, on a vraiment développé ce qu'on appelle le triangle d'or décisionnel, où on essaie d'aligner les dimensions cognitives, donc les process, les plans, l'analyse d'informations, l'émotion, comment je réagis, comment mon équipe réagit à cette émotion. Ah oui, j'ai remarqué là, je suis hyper stressé, j'ai peur. Ok, t'as peur. Alors qu'est-ce que tu mets en place pour calmer cette peur ? Et le troisième, l'intuitif, la capacité intuitive, j'ai pas toutes les infos. Comment je vais chercher cette intuition ? Qu'est-ce que ma petite voix me dit dans un cas comme ça ? Qu'est-ce que j'ai vécu dans le passé
de similaire qui pourrait me donner des outils. Et ce fameux triangle d'or décisionnel, si on arrive à aligner ces 3 dimensions, ou qu'elles soient cohérentes les unes avec les autres, même si on n'a pas toutes les infos, on va pouvoir avoir une décision qui a du sens. Mais ça, il faut le travailler, parce qu'aujourd'hui, on travaille que sur le côté cognitif, des process, des modes de fonctionnement, des plans. Mais travaillons sur l'émotionnel. Et c'est vrai que dans les expériences que j'ai vécues, donc en accompagnement, le 80%, c'est de l'émotionnel. Si vous ne réglez pas la question émotionnelle, vous n'avancez pas dans votre gestion de situation de crise. Donc la prise de décision, elle dépend pour moi de ces 3 facteurs. Comment tu mets le curseur entre vite et bien, justement? Comment est-ce qu'on dose bien? C'est justement en essayant d'analyser, d'intellectualiser son cognitif, de mettre tout ça dans la balance et de créer un rythme. Le rythme de pilotage d'une situation, il est très important. Parce que très souvent, vous aurez besoin de vous réunir au début, et avec beaucoup de monde. Il faut que tout le monde soit là, on discute, ça prend 3 heures, et ça manque aussi de structure. Donc oui, le cognitif, j'en disais, il ne faut pas le négliger, le process est important. De donner du temps, mais pas trop non plus. De se donner ce qu'on appelle ça un rythme de pilotage. Et voilà, maintenant, on discute à bâton rompu 15 minutes. Mais après 15 minutes, on arrête. Et la séquence suivante, elle est rythmée. Donc, donner un rythme à notre pilotage et se donner des deadlines, des délais, de dire maintenant on décide. Quand on arrive à ça, dans 30 minutes, on prend une décision. Décider de ne pas décider, c'est déjà une décision. Mais comme ça, vous donnez un rythme à votre activité. Ce qu'on appelle le rythme de pilotage. Et puis souvent, on sent la pression parce que les gens attendent sur nous. Donc aussi d'envoyer des premières mesures sans forcément prendre des grandes décisions, mais rien que d'envoyer les gens à la pêche aux informations ou de préparer des choses. Nous, la protection civile, c'est chauffer de l'eau pour le thé-café. Enfin voilà, il y a des réflexes comme ça qui font qu'on peut lancer des premières instructions à son équipe, qui fait que les gens vont faire des choses qui vont être utiles à un moment donné, puis qui nous permet d'avoir des fois juste en minutes le recul nécessaire pour pouvoir planifier la suite. Puis après, comme tu dis, mettre un rythme qui fait que de minutes on passe en heures et puis qu'on peut lancer la machine comme ça. Déclencher des mesures immédiates, communiquer immédiatement, ça c'est aussi quelque chose que j'ai constaté à travers toutes les expériences. J'ai toujours appris et j'ai toujours vu, la plupart du temps, on ne communique que quand on sait. Non, parce que vous repoussez constamment le moment où vous allez communiquer. Si vous êtes une autorité politique, vous avez besoin de communiquer tout de suite, dans la première heure. Mais vous pouvez très bien dire que il s'est passé cet événement, on en a pris acte, on travaille dessus. Vous ne donnez pas plus d'informations, mais vous montrez que vous êtes sur le dossier. Parce que sinon, vous allez laisser un vide et les gens attendent de vous que vous agissiez ou que vous dites quelque chose. Et c'est la même chose pour une entreprise. S'il se passe un événement d'une entreprise, un décès d'un collaborateur, mais communiquez-le tout de suite. N'attendez pas d'avoir toutes les infos sur les causes, les tenants et aboutissants. Votre personnel communique entre eux. Donc, ils vont savoir qu'il s'est passé quelque chose. Donc, communiquez rapidement en disant « il s'est passé un événement tragique, on ne peut pas vous en dire plus pour le moment, on va revenir vers vous dans 1 heure, 2 heures. » Mais au moins, vous avez donné une première information. Donc, il faut casser ce mythe de on communique que quand on sait. Non, on communique tout de suite. Avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça part très très vite. Donc, on doit communiquer le plus rapidement possible. Qui t'en sait pour commencer, ça c'est sûr. Comment est-ce que tu gères le facteur humain dans la décision? Comment est-ce que tu travailles ça avec tes clients? Le facteur humain. Par des scénarios, des exercices, des mises en perspective, et puis dans la confrontation. C'est-à-dire que les scénarios d'exercice qu'on va mettre en place va provoquer la réaction émotionnelle chez le ou les participants. Et comme ça, on va partir d'exemples. Regarde comment tu as réagi là. Et on essaie, si possible, on peut le filmer. Et puis, on voit comment la personne réagit, on la confronte de manière positive, on dit voilà, comment tu as réagi et comment tu t'expliques ça. Et comme ça, on va provoquer chez la personne, chez l'interlocuteur, une forme de prise de conscience. Ah oui, je réagis comme ça, c'est juste. Ah, mais je ne pensais pas que j'étais aussi autoritaire dans ma manière de faire. Et comme ça, on va travailler sur justement cette posture-là et de dire, OK, maintenant, tu as constaté ça, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Eh bien, on te propose tel type d'accompagnement. Un accompagnement individualisé, ou alors, si on veut travailler avec l'équipe, un accompagnement sur la dynamique d'équipe. Donc là, on va chercher l'optimisation des potentiels de chacun. Mais ça prend du temps, ça ne se fait pas comme ça. Et ce n'est pas en faisant un plan qu'on met dans le tiroir qu'on va penser qu'on a résolu la question. On va aller au fond des choses. Et au fond des choses, c'est au fond de l'humain, au fond de chacun.
Comment est-ce que tu expliques l'intuition d'Intuissance? Comment est-ce que, d'après toi, ça se construit et comment est-ce que les gens devraient l'utiliser? L'intuition, c'est pas du paranormal. On n'est pas dans de l'ésotérique. Le cerveau humain fonctionne, il a la capacité d'enregistrer plus de, je crois, entre 5 et 6 millions d'informations par jour. Simplement, ces informations, alors je suis pas je suis pas dans les neurosciences, mais c'est ce que j'ai pu lire dans certains articles. Donc, cette capacité-là, elle existe chez tout le monde. Simplement, la conscience, notre visuel, ne va pas retranscrire toutes ces informations. On n'est pas capable de gérer consciemment ça. Donc, c'est stocké quelque part. Et quand il se passe un événement, tout d'un coup, on a une idée qui vient. C'est comme quand vous marchez sur un chemin de randonnée en montagne, que vous connaissez ce trajet, vous l'avez fait X fois, et à un moment donné, vous avancez, vous dites « Tiens, je la sens pas aujourd'hui. Il y a un truc qui se passe, je la sens pas. » Et donc, vous devez écouter cette voix. C'est pas dire que vous devez l'écouter puis l'appliquer directement. Vous devez prendre conscience que vous avez un message intuitif qui est arrivé et vous le posez sur la table. Ce que je dis quand vous avez une intuition, c'est comme à la maison, très souvent, on a des idées qui viennent, je la note. Et comme ça, à un moment donné, vous aurez un dossier à traiter. Vous dites, ah ouais, j'ai pensé à ça il y a 1h30, je l'ai noté. C'était justement pour ce dossier-là. C'est ce que je qualifie l'intuition. C'est l'expérience acquise. C'est le fait d'avoir vécu des choses, d'avoir lu des choses qui sont stockées dans votre cerveau et qui reviennent de manière instantanée. Mais souvent, ça fait... Et on oublie. On passe. Et c'est justement là où il faut s'arrêter. Donc, on teste ça. On a des outils qui permettent d'aller de nouveau individuellement tester cette expérience individuelle. Puis après, l'intuitif collectif aussi existe. La culture d'entreprise, c'est un intuitif collectif, c'est une manière de fonctionner que les gens appliquent sans forcément le savoir. Dans l'événementiel, par exemple, il y a cette façon de voir, on dit jamais non. C'est toujours oui. Puis on regarde après comment on fait. Puis après, on regarde comment on fait. On trouve des solutions. Le client veut ça, il veut un show extraordinaire. On va faire en sorte que ça marche. Ok, mais ça fait partie du culturel. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça fonctionne comme ça. Et donc, du coup, on va trouver des solutions pragmatiques qu'on va rechercher dans des expériences passées. Mais ça marche. La plupart du temps, ça marche. Mais c'est pas intellectualisé. C'est vrai. Et donc, ça vient de ces expériences pratiques, de l'idée. Le client veut ça. Ok, alors comment on fait? Ah oui, j'avais fait ça. Ah bon, on va sortir ça comme ça. On peut pas l'expliquer, mais ça vient. Donc, c'est essayer justement de travailler avec cette dimension-là aussi. De l'inconscient au conscient. De l'inconscient au conscient. Ouais, oui. Parce qu'on l'a vu quelque part, on a vécu quelque chose de similaire. Et c'est là aussi où les experts intuissance peuvent amener leur expérience. Parce qu'ils seront peut-être pas, on va se dire, ils ont peut-être pas l'habitude de ce domaine-là ou de ça, mais de regrouper toute l'expérience d'une personne permet de dire, ben là, on va utiliser ce chemin ou cette solution. C'est exactement ça, mais ça présuppose quelque chose de fondamental. C'est ce qu'on appelle l'authenticité. C'est-à-dire que, et là, celui qui fait appel à l'intuissance aura des personnes 100% authentiques en face de lui. Donc si on doit dire quelque chose, on le dira. Et on ne fera pas du politiquement correct. Bien sûr que le message sera adapté à l'interlocuteur, mais on dira les choses. Parce que si on essaye de louvoyer, on ne sera pas dans l'authenticité, et si on n'a pas l'authenticité, on n'arrive pas à travailler sur la dynamique intuitive, sur la dynamique émotionnelle. Donc la posture d'intuissance est de l'humilité, de l'authenticité, mais on attend la même chose de notre client. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Non, les gens mais vont le dira. percevoir. Les gens vont le percevoir. Si c'est pas sincère, c'est pas authentique, c'est mal préparé. Les gens le perçoivent et ils peuvent pas dire pourquoi. Mais on peut rompre la confiance, on peut perdre, avec que ce soit de ses équipes, de la population ou des médias. Donc, celui qui fera appel à nous aura cette nécessité d'authenticité. Ouais. Et nous, on ne rentrera pas en matière sur quelqu'un qui essaye d'utiliser notre méthodologie ou notre approche pour aboutir à un objectif qui n'est pas celui qui est fixé au départ. Ça ne veut pas dire qu'on a déjà l'outil au départ, mais simplement le fait de dire que moi j'ai envie je suis un client, j'ai besoin d'avoir maintenant un concept de gestion de crise qui tienne la route, je veux former mes équipes, mon objectif c'est ça. Et c'est pas de faire un audit pour permettre de créer un poste supplémentaire ou de licencier quelqu'un qu'on n'aime pas. Parce que ça, on va l'identifier. Et on n'est pas d'accord avec cette pratique-là. Nous, c'est l'authenticité. Et nos experts sont authentiques.
Je sais, j'en connais quelques-uns. Donc là, on est sur YouTube, donc il peut y avoir beaucoup de gens qui nous écoutent, des gens qui sont peut-être loin de ces milieux, mais si on prend un syndic, un chef de police, un directeur d'hôpital ou des gens qui nous écouteraient, qu'est-ce que eux peuvent commencer à remettre en question ou à travailler dès demain matin? La première posture, c'est celle de dire « je ne sais pas tout ». Même si j'ai été élu par le peuple, j'ai une légitimité, mais je ne sais pas tout. Donc, j'identifie dans mon équipe les personnes qui peuvent combler ces vides. Ouais. Et si j'ai pas dans mon équipe, j'ouvre. Et je fais appel à des experts externes. La réalité aujourd'hui, pour un décideur, quel qu'il soit, c'est qu'on est dans un monde impermanent, complexe. Donc, tous les outils, on ne les a pas. Donc, ouvre-moi l'esprit et je vais aller chercher, j'ouvre mon esprit et je vais chercher la compétence là où elle existe. C'est le premier message que j'ai envie de leur dire. Et que le deuxième message, c'est de dire, j'ai tout ce qu'il faut en moi et dans mon équipe et avec les experts pour aller au bout. Ne me limite pas, que je ne me limite pas à des contraintes administratives, financières. Ça, c'est des prétextes. Mais voilà, l'authenticité, j'embrasse mon nouveau rôle. Il est celui-là, j'ai cette responsabilité, maintenant comment je fais pour aller au bout de ce que je dois réaliser. Excellent. Parlons un petit peu communication digitale des institutions maintenant, vu que c'est aussi un peu mon domaine. Et je vois beaucoup d'institutions qui évitent de communiquer ou qui communiquent très peu. On en a parlé un peu avant, mais quelle est ta vision par rapport à ça ? Elle rejoint un peu tout ce qu'on a déjà dit jusqu'à maintenant. Je pense qu'une institution doit communiquer, surtout à sa population. Et les réseaux sociaux sont un vecteur de communication, comme la presse écrite, comme la télévision, comme plein d'autres outils. Et il doit être utilisé. Il faut accepter le fait que sur les réseaux sociaux, il y a des réactions, il y a des interprétations. L'important, c'est la cohérence du message. Et il faut être cohérent dans ce qu'on dit, il faut être authentique dans ce qu'on dit. De nouveau, si on essaye de manipuler l'opinion, ça va vous revenir à la figure de manière violente. Donc, il faut être authentique, mais communiquer à travers les réseaux sociaux, c'est un outil. C'est comme les journalistes, ils sont là, ils font leur travail. C'est leur métier de communiquer, de vendre un produit de communication. Ils sont aussi là à disposition. Donc, il faut les mettre avec soi. Il faut avoir une confiance envers les journalistes. Et après, ils en feront des choux et des pâtés. C'est plus chez vous. Mais ils sont là. Donc, journalistes, réseaux sociaux, ils doivent être utilisés aujourd'hui. Alors, c'est vrai que les journalistes ont une capacité de transmettre l'information qui est énorme. Et l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on peut avoir la maîtrise complète du message. Parce que le journaliste va peut-être apporter l'angle qu'il aura choisi, ou il va voir la chose comme lui, il souhaite la voir et la montrer. Puis c'est vrai que les réseaux sociaux, ou le digital, ou le site internet de l'institution, il y a plein de moyens de communiquer, permettra d'avoir un flux d'informations validé et maîtrisé sur tout le communiqué ou toute la chose qui sera publiée. Oui, et après voilà. On parle d'institutions, beaucoup aujourd'hui, d'entreprises. Il faut toujours voir la culture. Quelle est la culture d'entreprise? Quelle est la culture de l'institution? Où est-ce que ma commune vit? Est-ce que je suis en campagne? Est-ce que je suis en ville? Tout ça sont des paramètres qui doivent vous poser la question de dire comment je communique à ma population. Mais de manière générale, les réseaux sociaux aujourd'hui sont quand même relativement étendus et on ne peut pas se faire l'économie de publier sur les réseaux sociaux. Alors moi, j'observe que beaucoup communiquent pas assez, ça commence avant. Et puis du coup, dès qu'ils ont quelque chose qui devient compliqué, doivent rapidement se mettre à la page et soit ils n'ont pas d'audience parce qu'ils n'étaient pas prêts à l'avance, soit ils ne savent pas comment communiquer, des fois juste techniquement. Non plus, ils n'ont pas entraîné le ton ou la façon de communiquer. Est-ce que tu observes la même chose un peu dans les institutions et les communes? Oui, et j'ai pas d'exemple précis par rapport à ça, mais au-delà des institutions ou des communes, de manière générale, ce que vous n'utilisez pas au quotidien, vous n'allez pas l'utiliser en situation d'urgence, puisque c'est d'autant plus compliqué que vous avez un émotionnel qui est très très fort et que les attentes sont très fortes, la pression est forte. Donc vous allez vous réfugier derrière des choses que vous connaissez. Et voilà, on a des thèmes qui ont été mis, qui sont sur la table aujourd'hui, notamment dans la sécurité incendie. Il y a une totale opposition entre dire mes portes de sortie de sécurité sont sous alarme et le fait de dire mais je vais utiliser ce que j'utilise au quotidien.
quand il se passe un événement. Donc, si vous avez vos sorties de secours qui sont sous alarme, faut pas croire que les gens vont les utiliser le jour où il y a un sinistre. Donc, au contraire, une porte de secours doit être utilisée régulièrement pour que les gens qui viennent chez vous, ou quand on est chez soi, qu'on l'utilise automatiquement, parce qu'on va se focaliser sur ce qu'on connaît. Donc, tout ça, donc, le quotidien va déterminer la manière dont vous allez fonctionner en mode extrême. Donc Intuissance essaye aussi d'instaurer une sorte d'amélioration du fonctionnement ou d'évolution du fonctionnement des institutions pour tendre vers une meilleure agilité, si je comprends bien. Oui, agilité. Notre objectif, c'est vraiment de permettre à la structure, l'institution, l'entreprise, de pouvoir être apte à augmenter son cercle de compétences pour absorber un maximum de décisions et de situations complexes. Sûrement que beaucoup l'ont entendu pourquoi ? Parce qu'on a toujours fait comme ça. On a toujours fait comme ça, ça a toujours fonctionné. Ah oui, mais avant, il ne s'est pas passé ça. Maintenant, il s'est passé ça. Donc, comment je fais pour intégrer ? Et ce n'est pas seulement sa propre expérience, c'est les expériences des autres. Donc, tous, voilà. Et là, les réseaux sociaux, les journaux sont pleins d'expériences vécues dans d'autres pays, dans d'autres communes. Je dis, mais ok, s'il se passe ça chez moi, comment je fais ? Donc ça aussi, c'est cette ouverture d'esprit, de se remettre en question et de dire, oui, je sais faire des choses, mais est-ce que je saurai les faire encore demain ? Est-ce que ce que j'ai appris hier est encore valable demain ? Ça, c'est vraiment, et de nouveau, posture d'humilité, de remise en question et de progresser dans la gestion de ce qui peut se passer chez moi. Et tout ça doit fonctionner ensemble. Parce que c'est vrai que les réseaux sociaux apportent des fois même de la vision à des situations de crise, parce que les gens vont publier, et avec le référencement ou certaines choses, j'ai eu vent que des services de secours regardent sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont un visuel que par téléphone ils n'auraient pas forcément, parce que les gens vont publier, parce que les informations vont se diffuser, puis du coup c'est plus facile d'avoir un visuel sur ce qui se passe, et du coup de fonctionner comme ça, où les réseaux sociaux, où les gens vont beaucoup parler, mais que des journalistes vont pouvoir reclasser ou trouver l'information ou la personne qui a eu un post pertinent pour pouvoir aller l'interviewer et puis donner de l'information ou faire circuler l'information, puis peut-être identifier une personne que ceux qui sont dans le terrain en gestion de situations complexes n'auront pas identifié, et puis pouvoir faire circuler cette information. Je pense que tout doit fonctionner ensemble. C'est une source d'information extraordinaire. On ne peut pas se faire l'économie aujourd'hui d'avoir une veille réseaux sociaux. Et s'il se passe un accident de train ou un carambolage sur l'autoroute, si des gens sont sur place et commencent à prendre des photos, évidemment pas des victimes pour faire du sensationnalisme, mais pour avoir une vision d'ensemble, et que ça aide les forces d'intervention à intervenir, c'est tout bénef. C'est là où on revient sur la capacité de chaque individu à être acteur d'une situation qui se présente devant lui et d'avoir les bons réflexes. Et si on a un numéro ou un WhatsApp ou un Trima ou que sais-je, où on sait qu'on peut envoyer les photos à la centrale d'urgence de la police sur un événement, je prends des photos parce que je viens de constater le truc et je me mets à disposition et je fais gagner du temps. Et donc de nouveau, c'est ce lien entre intervenants, public, qui doit se faire, qui doit exister. Et je pense que là, il y a vraiment un potentiel d'amélioration et les réseaux sociaux en font partie. Et dans d'autres cas, ça peut aussi être très positif, typique pour les enfants perdus ou des choses comme ça, parce que faire circuler rapidement une photo permet que une communauté sur les réseaux sociaux puisse, comme tu le dis, se mettre à disposition, et puis on peut déployer comme ça une énergie rapidement. Ou on l'a vu aussi pour malheureusement des gens qui vivent des sinistres, des incendies de fermes ou comme ça, de déclencher une solidarité, ne serait-ce qu'en mettant un tweet ou mettre des choses comme ça, puis que les gens face à une énorme épreuve peuvent rapidement souffler un petit peu, parce que y a la communauté qui s'est mise en marche rapidement. Ouais, ça évoque au moins la distinction entre information et décision. Avant, on parlait de la décision, il faut prendre le temps de réfléchir, prendre le temps qu'il faut pour pouvoir prendre une bonne décision. Par contre, l'information doit circuler très rapidement. Et c'est là qu'il y a une distinction. Et plus j'ai d'informations, plus j'arrive à gagner la vue d'ensemble sur ce qui se passe, meilleure sera la décision que je prendrai derrière. Donc, oui, la décision doit prendre le temps qu'il faut, mais l'information doit venir le plus rapidement possible.
Et peu importe le canal, qu'elle soit par des gens qu'on envoie soi-même dans le terrain, mais aussi revenir via les réseaux sociaux, ça c'est important. Donc aujourd'hui on a peut-être tendance à inverser, on veut décider vite et agir vite, sans forcément avoir les infos. Peut-être qu'il faut se concentrer sur des process où on gagne l'info le plus rapidement possible et prendre ensuite le temps de décider dans une marge de temps qui est peut-être moins urgente que ce qu'on a l'habitude de voir. Et souvent, on oublie au niveau de la communication à l'interne en premier. Donc, c'est vrai que certains ont le réflexe de dire on communique pas, on va commencer à traiter, puis ils vont se mettre dans ce process de traitement, puis finalement, ils vont ressortir la tête de l'eau peut-être au bout de 2-3 heures et ils n'auront pas communiqué. Que, comme tu le dis très justement, prendre les informations, communiquer à ses équipes, comme tu dis, annoncer, quittancer l'événement, et puis après se mettre dans l'opérationnel, et puis la communication fera son chemin. Ouais. Parlons un petit peu des formations Intuissance maintenant, puisque tu proposes tout un panel de formations. Qu'est-ce qui distingue Intuissance par rapport à une formation autre en management? Bon, déjà, j'ai commencé par les supports. Donc, on a à la fois des supports électroniques. Donc, un individu, un particulier, qui souhaite avoir quelques outils peut aller se former en ligne. Une institution, un service public, une entreprise. Donc, on a des formats en ligne. On va dire que c'est le basique qui permettent d'avoir des premières notions. Ça, c'est un aspect. Et puis après, c'est le sur-mesure. C'est s'imprégner de la culture de l'entreprise dans laquelle on va, s'imprégner des documents qui existent déjà, et ensuite mettre en place, sur mesure, un produit qui correspond aux besoins. Et on ne fait pas une formation qui est identique pour tous. Chaque formation est différente. Et donc, c'est les deux étapes. Le en ligne, le présentiel. Et puis après, dans la manière, je ne veux pas non plus donner toutes les infos, mais j'ai parlé du triangle d'or décisionnel, donc nos formations vont être construites là autour. On va ne pas faire que du process, on ne va pas faire que des guides. On va justement mettre en place des formations, des ateliers, on va travailler sur ces 3 aspects. Et justement permettre à notre client de pouvoir monter en compétence sur ces 3 aspects, au niveau individuel, au niveau de l'équipe et au niveau des process. Avec quoi une institution ou une commune repart après les formations Intuissance? Ça dépend de ce qu'elle recherche. Dépend de l'objectif. Mais de manière globale, elle repart non seulement avec une expérience, consolidée ensuite par un document de synthèse sur la formation, donc un support de cours ou un guide de gestion de crise, par exemple. Mais tout ça est discuté en amont. Très souvent, quand je suis en démarchage auprès de clients, ou que j'ai le premier entretien pour voir si on va travailler ensemble, avant de faire un budget, je leur dis, mais vous savez, le produit final, aujourd'hui, je ne le connais pas. Ça dépendra de ce qu'on va découvrir au fur et à mesure du process d'accompagnement. Et donc oui, avec l'expérience, voilà, l'intuition, l'expérience, on a des outils qui existent déjà, mais aujourd'hui, si je travaille avec Rolex, en fonction du premier entretien que je vais avoir, des personnes que je vais rencontrer ensuite, des documents que je vais lire, le résultat final sera peut-être complètement différent de ce que j'avais pu imaginer avant. Donc, mais ça les surprend souvent quand je leur dis ça. Mais en fait, vous ne savez pas où vous allez. Non, je sais exactement où je veux aller. Mais je me laisse la possibilité de voir comment vous fonctionnez pour adapter le produit. On fait de l'artisanat. Et on adaptera le produit final aux réels besoins. Excellent. C'est quoi que tu préfères entre former et exercer? Ou est-ce qu'il faut des fois exercer pour savoir comment former? Les deux. Pour moi, c'est la même chose. Exercer et former, c'est la même chose. Ça fait partie d'un processus d'apprentissage. C'est 2 niveaux différents. On peut très bien exercer d'abord pour faire un état de situation. On vous teste, on vous met un module de 2 heures, on balance un scénario, et puis on regarde comment vous réagissez. Et ça peut permettre d'identifier un certain nombre de lacunes qu'on va pouvoir ensuite gommer à travers des formations, des accompagnements spécifiques. Mais on peut très bien faire l'inverse, c'est-à-dire commencer par des formations qu'on teste ensuite, qu'on valide par un exercice plus ou moins long. Mais les deux vont ensemble. Pour moi, c'est un accompagnement. Donc, qu'est-ce que tu vois pour l'avenir d'Intuissance? Comment est-ce que toi, tu espères l'avenir? Alors déjà que ça continue comme aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir des clients intéressés qui recherchent
l'optimisation, de devenir meilleur, d'élargir leur fameux cercle de compétences pour absorber un maximum de situations. J'aspire pas forcément à avoir une notoriété. Moi, j'aime mon travail, j'aime l'artisanat, j'aime le contact. Donc faire un standard Intuissance, c'est pas forcément mon objectif. Par contre, que les gens se disent, OK, moi maintenant j'ai besoin de pouvoir me développer pour pouvoir gérer toute situation complète sous crise, je fais appel à Intuissance. J'ai ce réflexe, on va dire en Suisse romande. Hein. Et puis après via Internet, alors si oui, là, on peut développer un certain nombre de produits à plus large échelle qui seraient disponibles, peut-être aussi un jour en plusieurs langues, pourquoi pas. Mais là, vraiment, c'est d'avoir du plaisir dans ce que je fais et puis de pouvoir collaborer avec des clients et puis nos experts. Nos experts, c'est une richesse extraordinaire. Merci beaucoup, Pierre. C'était Pierre Aubry, le cofondateur d'Intuissance. Si vous êtes une commune, une institution publique ou une organisation et que pour vous sentez qu'il est temps de vous former ou d'exercer votre équipe, n'hésitez pas à contacter Pierre d'Intuissance. Merci beaucoup, Pierre. Avec plaisir, santé. Santé.